Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Toujours avec plaisir partagé. Vous écoutiez ce qu'on racontait avant avec Philippe Escandon. Un peu, oui. On parlait de cette possibilité, de cette voie de passage pour notre nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, de faire passer un budget pour la France, quitte à faire quelques contorsions ou reculades, notamment sur la taxation des plus riches ou sur l'effort budgétaire, pour avoir un budget. Mais avoir un budget, même s'il est moins ambitieux que de ne pas en avoir du tout. Qu'est-ce que tout ça vous inspire ? Écoutez, d'abord, je suis vraiment désolé parce que nous avons en effet un vrai problème au niveau du Parlement. Il me semble qu'il est improbable, en effet, qu'on ait le budget dont on aurait absolument besoin, quelles que soient les modalités. On peut évidemment, et il faut d'ailleurs, par définition, discuter de l'ensemble des mesures. Mais l'idée d'avoir à peu près comme résultat ce que Bayrou avait plaidé me paraît franchement être un quasi-must si on veut ne pas s'abîmer nous-mêmes dans une position nous réduisant formidablement notre propre crédibilité, la qualité de notre signature. Nous sommes passés, depuis la très grande crise, d'une position où nous étions au cœur de l'Europe en termes de crédibilité à une position où nous sommes totalement à la périphérie, puisque nous sommes à peu près à égalité en crédibilité avec l'Italie et moins crédibles que tous les autres qui étaient en situation tragique. Quand j'étais moi-même président de la BCE, on a eu 5 pays qui étaient totalement non financés par l'étranger pendant un moment. C'est à ce moment-là, si vous voulez, tout le monde sait qu'on est en crise et toutes les mesures qui étaient refusées auparavant deviennent naturelles en quelque sorte. Et tous ces pays d'ailleurs ont fait des efforts colossaux, obligés, absolument obligés par les circonstances et naturellement aujourd'hui sont dans une position qui en gros est meilleure que la nôtre. Donc il eût fallu avec Bayrou que l'on trouve le moyen, effectivement, de crédibiliser le retour aux 3% ou un peu moins de 3% en 29, alors que les Italiens sont... Ils y sont quasiment, là. Aux 3%. Non, pas encore, mais ils y sont en 26. Donc, oui, l'année prochaine. L'année prochaine. Donc, 3 ans après les Italiens. Et c'est grave. Et si nous avons un budget qui est très écorné, si vous voulez, en termes de réduction du déficit, alors nous allons, en effet, décrédibiliser même cela, même le fait de se retrouver à moins de 3% ou à peine moins de 3% en 2029. Donc la situation est gravissime, beaucoup plus grave que le problème politique que nous avons. On dit que la situation de nos finances publiques en France est gravissime ? Oui, bien sûr. Totalement gravissime. Nous sommes le plus dépensier du monde en termes de dépenses publiques, pas simplement le plus dépensier d'Europe, le plus dépensier du monde. Nous sommes en Europe celui qui taxe le plus, ce qui n'est pas anormal puisque nous avons des dépenses qui sont énormes. Et donc nous sommes dans une situation périphérique pour le coup. Et il faut en sortir. Parce que nous demandons à l'étranger de nous financer encore massivement, ce qui est absurde. 55% de la dette publique française est entre les mains de créanciers internationaux. C'est trop, c'est problématique. Ça nous met à la merci des agences de notation. Tant que vous êtes crédible, eh bien, il n'y a aucun problème, par définition. Ce n'est pas une question de proportion, si vous voulez, des Français, Européens et étrangers qui vous financent. Mais si vous êtes moins crédible, et notre descente, si vous voulez, est caricaturale, dans le sens de la non-crédibilité, alors là, effectivement, après, vous avez des problèmes. Après, la France s'endette à 3,5%, il n'y a rien de dramatique. Le 10 ans français est à 3,45, 3,48. Ce qui compte, ce qui compte, c'est la comparaison avec les autres signatures. Vous êtes en compétition pour financer le déficit français avec tous les autres qui empruntent sur les marchés, y compris demain d'ailleurs l'Allemagne qui va emprunter sur les marchés beaucoup plus qu'auparavant. Donc nous sommes dans une situation qui, pour tout observateur qui regarde ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, qui est très mauvaise. Et j'ai connu l'époque, si vous voulez, où on se disait exactement comme vous venez de dire. Mais pour l'Italie se finance très bien, l'Espagne se finance, la Grèce elle-même... L'Italie se finançait, au pire de la crise d'aide souveraine, à 7%. La Grèce elle-même se finançait très bien jusqu'à ce que la crise se déclenche. Le problème, si vous voulez, c'est le moment où l'ensemble des épargnants et des investisseurs perdent confiance. On n'y est pas.
On n'y est pas, non, mais enfin, on peut, en effet, nous sommes à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'il faudrait? Si on se prouve incapable de crédibiliser un retour à 3% en 2029, si on est incapable aux yeux de tous ceux qui nous scrutent en permanence, nous nous plaçons nous-mêmes dans une situation... Mais souvent en France, nous disons à nos investisseurs, à nos épargnants, français, européens et mondiaux, on n'est pas sûr d'arriver à vous rembourser. Après, c'est aussi simple que ça. Ça fait 20 ans ou plus en France qu'on dit, dans 3 ans, dans 5 ans, on sera à 3, on sera à 4, on n'y est jamais. Ce qu'il ne vaut mieux pas avoir une trajectoire, se donner peut-être 1 ou 2 ans de plus, mais se fixer un point à 3% et vraiment y aller. Non, vous posez des questions qui sont intéressantes, qui permettent d'animer le dialogue. N'oubliez pas, bien entendu, n'oubliez pas qu'au moment où nous avons eu la très grande crise financière, nous avions le même encours de dette en proportion du PIB que les Allemands. Le même, 64% à peu près. Bon. Donc on était dans une situation qui était évidemment très très différente. Je n'ai pas eu à écrire, à envoyer une lettre au Premier ministre italien Berlusconi, ni au Premier ministre espagnol Zapatero, au Premier ministre français. Le Premier français n'était pas dans cette situation-là. Il avait une situation dans laquelle il avait à peu près le même encours de dette que les Allemands. Les épargnants n'avaient pas peur. Ils n'étaient pas en train de se dire « la France ne va pas nous rembourser ». Les pays qui, eux, donnaient l'impression aux investisseurs et aux épargnants qu'ils n'allaient pas pouvoir les rembourser, se sont trouvés dans une situation gravissime. Et ils ont dû, évidemment, redresser la barre. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'Italie est à notre niveau et l'Espagne emprunte moins cher que nous, comme le Portugal, comme l'Irlande et comme la Grèce. Mais enfin, je mets la Grèce à part, c'est un cas particulier. Oui. Donc, le fait que la France s'endette au même prix aujourd'hui que l'Italie, c'est un signal maintenant qu'il faut prendre très au sérieux, puisque tous les autres pays sont passés en dessous. Espagne, Portugal sont passés en dessous. Et l'Italie parce qu'elle a encore un encours de dette en proportion du produit intérieur brut qui est plus important que le nôtre, à 114. Simplement, l'Italie, encore une fois, sera à moins de 3% l'année prochaine. Et nous, même avec, qu'ils ont fait ils étaient à 6 ou 7. Même avec le plan Bayrou, nous prévoyons être à moins de 3% en 2029. Comment ils ont fait les Italiens? Ils ont pris des mesures dans tous les domaines, si vous voulez, qui leur ont permis de faire des économies très substantielles. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, parce que vous allez probablement me poser la question. Vous vous souvenez peut-être que pendant un long moment, quand vous alliez à Bruxelles, il y avait le quartier des milliardaires français. Enfin, français expatriés, parce que les impôts étaient très inférieurs à ceux qu'ils pouvaient avoir en France. Et au total, si vous voulez, les impôts pour, disons, les grandes fortunes, entre guillemets, sont moins importants dans tous les pays qui sont au contact de la France, à toutes nos frontières. Et maintenant, ce que j'observe, c'est qu'il y a le quartier des milliardaires français à Milan et le quartier des milliardaires français à Rome. Et ça, c'est incroyable, si vous voulez. Nous devons faire très attention au fait, comme je l'ai dit, que non seulement nous sommes les plus dépensiers du monde, mais aussi les plus taxés du monde. Donc il ne faut pas taxer plus je crois qu'il faut. Les plus fortunés, même s'il y a ce besoin, on est en France, de justice. Il y a un problème politique. Il y a un problème politique. Donc je crois qu'il faut, en effet, regarder ça de très près et négocier. C'est clair. Tout le monde voit bien, si vous voulez, qu'on ne peut pas, en effet, ne pas négocier. Mais faisons très attention, il y a une limite. La limite, c'est quand on chasse nous-mêmes de France un certain nombre de contribuables français qui vont à l'étranger. Et ça, si vous voulez, tous les pays qui sont autour de nous, et d'autres d'ailleurs, je pense à la Suède en particulier, les sociodémocrates au pouvoir en Suède se sont rendus compte qu'avec leur propre imposition des grandes fortunes, ils chassaient un certain nombre de fortunes qui allaient à Londres, tout simplement, et qui n'étaient plus en Suède, et qui ne payaient plus d'impôts en Suède. Et c'est quand Wallenberg, le grand groupe, si vous voulez, suédois, a dit « je suis absolument désolé, mais maintenant je ne vois pas ce que je peux faire d'autre que d'aller m'installer à Londres », alors les sociodémocrates suédois ont effectivement changé la loi fiscale pour ne pas perdre, si vous voulez, ce qui était à leurs yeux, et je dois dire, s'agissant de Wallenberg assez sérieusement, ce qui eût été une énorme perte. Donc, moi, je pense qu'il faut négocier, il faut certainement montrer que tout le monde contribue, mais le seuil à ne pas dépasser, c'est de chasser des contribuables très importants pour notre avenir.
des contribuables et aussi évidemment des entrepreneurs actifs et imaginatifs et créatifs. Donc ça, c'est très important qu'on ait les deux critères, si vous voulez, dans la situation présente pour ne pas faire trop de bêtises. Parce que jusqu'ici tout va bien, entre guillemets, sur les taux longs français, même si... Comment tout va bien? Non. On est passé... On est à 3,45. On est passé du cœur de l'Europe à la périphérie. Non, mais la France on est au niveau des Italiens. Bon. La France est financée la semaine dernière. Bien sûr. Tranquillement, il y a toujours de la demande. Mais si la France n'était pas financée, nous serions en train de discuter la crise ouverte. Ouais. Et dans ce cas-là, on aurait en effet... Ce calme est trompeur, c'est ça que je veux dire. On aurait... J'imagine un soutien venant de l'étranger et puis une conditionnalité. J'ai connu tout ça. J'étais au cœur de tout ça. Ça nous pend au nez. Ça nous pend au nez. Bien sûr que ça nous pend au nez. Nous sommes à la croisée des chemins. Si nous ne sommes pas capables de reprendre une crédibilité raisonnable. Et encore une fois, l'objectif que nous nous sommes fixés, il n'est pas faramineux. C'est de faire 3 ans après l'Italie ce que l'Italie va faire l'année prochaine. Donc, franchement, c'est pas faramineux. En même temps, 44 milliards d'euros d'efforts budgétaires de François Bayrou, certains économistes disent quand la France fait 0,5% de croissance, faire un tel effort, c'est récessif, c'est dangereux. Mais c'est aussi terriblement récessif que de voir nos emprunts être de plus en plus chers. Ouais, et puis on ne parle que des emprunts de l'État. Mais les emprunts de l'État, c'est la signature de la France. Donc ça influence négativement tous les autres emprunts. Crédit immobilier, les entreprises. Et les banques, et l'ensemble, disons, de l'économie. Donc nous sommes tous, en effet, dépendants, et légitimement, de la crédibilité du pays tout entier. C'est la raison pour laquelle nous sommes à la croisée des chemins. Qu'est-ce qui pourrait faire perdre leur sang-froid aux investisseurs s'agissant du risque français, sur la dette française ? Quel déclencheur? On sait qu'il y a Fitch qui se réunit vendredi, qui pourrait dégrader la France. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, le regard, les yeux se dessillent ou Je vous ai dit, nous sommes à la croisée des chemins. Donc c'est le jugement qui sera porté en dernière analyse sur le budget qui sera susceptible d'être voté, et je l'espère évidemment voté, par le Parlement. Donc moi-même, si vous voulez, ayant vécu tout ça, avec 5 autres pays, pas un seul, j'adjure l'ensemble des partis politiques français et j'adjure l'ensemble des députés d'être conscients du fait que l'intérêt supérieur du pays n'est pas que l'on montre à l'ensemble de ceux qui nous permettent de vivre, puisque nous empruntons à l'étranger massivement, eh bien, qu'ils comprennent que nous avons conscience de la difficulté et que nous avons un projet qui politiquement passe, évidemment, ce qui suppose des négociations, mais qui nous permettent, encore une fois, de crédibiliser notre retour progressif à une situation de crédibilité. On entre encore plus en zone rouge si Fitch nous dégrade. Ensuite, il y aura en octobre, en novembre, Moody's et S&P, où on se dit que finalement, elle dégaine un petit peu tard. Et aujourd'hui, sur les marchés, le taux d'intérêt que paye la France reflète déjà une note dégradée. Je ne veux pas entrer dans ce débat sur ce que vont faire tel ou tel. C'est nous qui sommes responsables, pas les autres. Ce n'est pas Fitch qui est responsable, ni personne d'autre. C'est nous qui nous sommes avérés absolument incapables d'obtenir une majorité au Parlement sur, je dois dire, un budget qui, à mes yeux, non pas dans chacune des mesures imaginées, mais dans le résultat final, était susceptible de nous crédibiliser. Je le répète, nous sommes à la croisée des chemins. On l'a compris. Et en zone rouge. Jean-Claude Trichet, il y a la BCE aujourd'hui, il faut qu'on en parle, qui devrait a priori opter pour un statu quo monétaire. Elle a raison ou pas? Il y a toujours débat évidemment de rester en mode pause depuis le mois de juillet. L'inflation est à 2,1%. La croissance du premier trimestre, ça paraît loin, mais a été supérieure aux prévisions de la BCE. Elle a raison de poursuivre cette pause si elle est confirmée? Écoutez, on va le savoir dans quelques minutes. Ouais. Donc je ne vais pas commenter sur la décision qui va être prise. On va voir quelle est la décision qui va être prise. Ouais. Je ne veux pas moi-même faire comme si j'étais dans le secret des dieux. Ça serait une grande surprise s'il y avait autre chose. C'est vrai, c'est exact. Les marchés, parce que les marchés ont tendance, et j'ai toujours observé ça, à croire ce que leur disent les banques centrales lorsqu'elles ont... elles ont préparé le terrain. Elles ont préparé convenablement le terrain. Mais encore une fois, nous sommes nous-mêmes à un niveau de taux d'intérêt qui est très très inférieur à celui des Américains. Vous savez que le grand débat, c'est la Fed. Ouais. Est-ce que la Fed va baisser ou pas ses taux d'intérêt? A priori, oui. On va voir. Aujourd'hui est un grand jour, vous avez bien programmé les choses, parce que nous avons la Banque Centrale Européenne qui va nous dire ce qu'elle a fait, ce qu'elle a décidé, ce qu'elle vient de décider dans quelques minutes. Et puis nous avons les Américains qui vont nous donner les chiffres d'août
pour ce qui concerne l'inflation, à la fois l'inflation headline et l'inflation core, et le cœur de l'inflation, disons, sans les éléments les plus volatiles. Et cela, ils vont le dire, je crois, là aussi dans quelques minutes, si vous voulez. C'est le même jour. Hein. Ce qui permettra de voir effectivement, mais le plus probable, on a compris, vu les chiffres de... Mais il y a un gros freinage sur le marché de l'emploi. Les Américains ont une inflation plus élevée. Totale, disons, nettement plus élevée. À 3%. Ils sont à 3,1% même, me semble-t-il, en ce qui concerne l'inflation sous-jacente. Quand nous sommes à 2,3, moi j'ai tendance à regarder l'inflation sous-jacente parce que quand vous vous débarrassez, si vous voulez, des éléments les plus volatiles, vous avez probablement ce que sera l'inflation future dans une perspective de moyen terme. Donc en gros, ils sont à quelque chose comme 0,6, 0,7 de plus que nous, à la fois sur l'inflation totale et sur l'inflation noyau dur. Mais ils ont des taux directeurs 2 fois plus élevés que les nôtres. Et ils ont des taux, oui, qui sont nettement plus élevés. Avec évidemment, fondamentalement, si vous voulez, le débat en ce moment aux États-Unis, qui m'inquiète énormément, c'est que depuis la très grande crise financière et depuis les décisions qui ont été prises par l'ensemble des grandes banques centrales, nous avons un objectif commun qui est que l'inflation moyenne à moyen terme doit être autour de 2%. C'est le même objectif aux États-Unis et dans l'ensemble des pays, enfin, chez nous évidemment, et dans l'ensemble des pays avancés. Là, clairement, le nouveau président des États-Unis n'a rien à faire de ça. Et c'est cela qui a permis quand même aux États-Unis, même si le résultat n'est pas encore totalement convaincant, mais qui leur a permis de réduire l'inflation considérablement. Ce qui m'inquiète énormément, c'est que je pense, si vous voulez, que cet objectif commun qu'ont toutes les grandes banques centrales est un élément stabilisant fondamental de l'ensemble de l'économie mondiale, et être en conflit avec le président des États-Unis sur ce point-là, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs, est horriblement inquiétant du point de vue de la déstabilisation potentielle de l'économie mondiale. Donc j'espère ardemment, les Américains ont suffisamment de raisons de baisser les taux d'intérêt avec ce qu'on a observé en matière d'emploi pour, en effet, aller dans ce sens. C'est clair, ils ont des... Ça donne du crédit à Donald Trump qui avait dit, et qui maintenant se met à dire, je vous avais prévenu, non, voilà, parce il faut... que Donald Trump ne disait pas une seconde qu'il allait avoir un impact aussi négatif des décisions qu'il avait prises. Donc non, c'est pas tout... C'est le fruit de sa politique, ce gros freinage aux États-Unis, parce que les révisions à la baisse sur l'emploi ont démarré aussi sur 2024. Oui. Un concerne 2024 également. Avant l'arrivée de Trump. Il ne faut pas mettre, en effet, Trump en situation d'être responsable de tout ce qui est négatif, ni d'ailleurs aux États-Unis, ni en Europe, ni dans le monde. Mais enfin, il contribue activement, quand même, à la négativité générale. Et il est clair que tous les économistes qui regardaient les États-Unis se disaient « ça n'a pas grand sens de bloquer à ce point l'immigration, parce que ça va avoir une conséquence évidente sur la croissance des États-Unis dans le sens négatif, et les tarifs sont bien gentils, mais ils vont être payés en dernière analyse par le consommateur américain. Donc dans les deux cas, non pas forcément immédiatement. Sauf si les entreprises prennent sur leur marge, ou si l'importateur aussi immédiatement, mais à terme, oui, mais bien entendu, il y a des leads and lags, c'est plus compliqué que ça, mais enfin, au total, il faut bien que quelqu'un paye. Et un bout de la facture. C'est forcément, dans une large mesure, me semble-t-il, quand même, l'économie américaine qui doit payer. Donc on est en présence, si vous voulez, de décisions qui ont été négatives. C'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, si vous ajoutez en plus un déficit budgétaire gigantesque et assumé complètement, vous avez des éléments inflationnistes et des éléments négatifs en termes de croissance. Donc, il est responsable de tout ça, c'est clair. D'ailleurs, ça ne le préoccupe assez peu. Voyez comment il a fait s'agissant des tarifs. Il y a eu l'affichage des tarifs, c'était Liberation Day. Et puis, l'impact négatif sur l'ensemble des marchés financiers, notamment du crédit, stocks, obligations et le dollar lui-même, a été tellement négatif qu'il n'a pas attendu, ça c'est à mettre au crédit de Trump, 7 jours pour dire l'inverse de ce qu'il avait dit. Alors là, il a dit pause. Bon. Ce qui prouve d'ailleurs que, en fait, la régulation fondamentale du président Trump, ce sont les marchés. C'est les marchés qui vont dire au président Trump en permanence « ce que vous faites est mauvais, corrigez ». Et c'est assez rare de voir
un chef de gouvernement, ou un chef d'État en l'occurrence, dire 8 jours après, oui, je me suis complètement trompé, j'arrête tout. Et je négocie. Ce n'est pas ce que les Anglais ont fait lorsqu'ils se sont retrouvés à peu près dans la même situation. Oui, et ça fait penser aussi, parce qu'on ne s'est pas vu depuis l'été, mais il a quand même obtenu le deal. Il y a encore un an, on aurait dit l'Europe va payer 15%, on aurait tous poussé des cris d'orfraie, et au final, on a accepté 15% de droits de douane sur les produits européens. Vous me permettez de dire ce que je voulais dire. Il utilise tous les arguments et toutes les dimensions possibles d'une fédération politique achevée. Trump. C'est-à-dire qu'il dit je négocie les tarifs, mais bien entendu, vous êtes conscient du fait que je négocie aussi votre protection militaire, je négocie aussi ma position vis-à-vis de vos ennemis, je négocie aussi, bien entendu, tout ce que je fais de manière diplomatique. Vous avez en face de vous, madame, en l'occurrence von der Leyen, un État politiquement, fédéralement achevé. Vous ne négociez, et vous ne pouvez négocier d'ailleurs que le commerce. C'est évidemment totalement asymétrique, et ça me donne un argument pour dire nous devons continuer à progresser dans la direction de la fédération, la vraie fédération européenne. Je crois que c'est nécessaire, dans une perspective de long terme. Face aux grands blocs que sont la Chine, les États-Unis. Qui sont tous des fédérations politiques, mais pas les grands blocs seulement. Le Pakistan, l'Inde, l'Indonésie sont des monstres par rapport à nous, en tout cas seront des monstres à coup sûr en 2050 et à la fin du siècle. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de nous marginaliser complètement, nous, Européens. Et je tire, si vous voulez, un certain optimisme du fait que l'euro, qui est une énorme opération dans la direction de la fédération européenne, est maintenant approuvée par l'ensemble, disons, des membres de la zone euro. Il n'y a plus de débat là-dessus. Il n'y a plus de débat. Il y a même 70%, 80% des Européens qui approuvent, alors même que, vous vous en souvenez, c'était extrêmement difficile, et en France, et en Allemagne, et dans tous les autres pays. Ça prouve que lorsqu'on prend à bras-le-corps un problème, et qu'il y a une volonté stratégique qui est ainsi exprimée, et qui s'incarne, vous avez finalement le soutien populaire. Justement, l'euro, on est 1,17 face au dollar. Si la Fed baisse ses taux, pas autant évidemment que ce qu'attend Donald Trump, et si la BCE est bien en mode pause, ça pourrait pousser l'euro encore plus à la hausse. Ça pose des questions et ça contraint un peu, dans le futur, la BCE peut-être à reprendre ses baisses de taux, si l'euro devait poursuivre son ascension. On va voir. Ce qui est absolument clair, c'est que les taux de change dépendent énormément de beaucoup de dimensions. Bien entendu, monétaire, le différentiel de taux d'intérêt, mais si vraiment c'était le différentiel de taux d'intérêt qui était essentiel, alors le dollar devrait être superstar en ce moment et l'euro plutôt faible, puisqu'il y a une énorme différence résiduelle de taux d'intérêt. Donc prenez ça avec beaucoup de prudence. On va voir, en tout état de cause, j'ai confiance dans la Banque centrale européenne et dans sa capacité de prendre en compte l'ensemble des dimensions du problème. Elle sait quel est son objectif, et qui est, comme je vous l'ai dit, dans une perspective de moyen terme, crédibiliser la stabilité des prix à 2%. Avec une croissance faiblarde. Avec une croissance faiblarde. Avec une croissance qui, effectivement, pourrait être plus importante, mais avec, disons, beaucoup d'autres éléments aussi, beaucoup d'autres dimensions qui peuvent expliquer la croissance. Je sais, en France, comment on pourrait avoir plus de croissance si nous faisions encore plus, si vous voulez, de réformes dans beaucoup de domaines. Donc, ne disons pas que les banques centrales sont responsables de tout, non seulement de la stabilité des prix, mais aussi de tout le reste. Et pour la stabilité des prix, nous savons que nos opinions publiques, les peuples européens et le peuple américain considèrent que c'est essentiel. On peut s'expliquer beaucoup des problèmes politiques qui sont advenus aux États-Unis en notant que le peuple a été indigné de la hausse des prix à laquelle il a dû faire face. Ouais. Dernière question avant de se quitter, Jean-Claude Trichet. Cette pause monétaire, si elle est confirmée aujourd'hui, est-ce qu'elle est le prélude à la fin du cycle de baisse de taux en zone euro ou pas? Je ne me prononce pas là-dessus. Je m'y attendais, mais... Non, par définition, parce que, encore une fois, vous avez à faire face en permanence à des problèmes différents, des menaces différentes, des défis différents. Donc, il y a une aiguille dans la boussole que l'on connaît et qui, je crois, est approuvée par nos concitoyens européens. La Banque centrale
aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, qu'au Japon, qu'en Angleterre, doit faire ce qu'il faut faire dans des circonstances qui sont sans arrêt différentes. Comme vous le savez, je prends souvent la métaphore du bateau. Le bateau américain, le bateau européen peuvent se trouver dans une zone où il n'y a plus de vent ou dans une zone où il y a une tempête. Vous agissez en fonction des circonstances. Donc je n'exclus rien, moi personnellement, et je crois que s'engager trop longtemps à l'avance en disant à partir de maintenant nous augmentons les taux, ou bien nous baissons les taux, ou bien nous ne bougeons plus du tout, ça n'a pas grand sens. Vous devez donner au marché ce dont il a besoin dans une perspective de long terme, c'est-à-dire 2% dans une perspective de moyen-long terme, d'une part, qui est l'objectif, si vous voulez, où nous voulons arriver, et puis bien entendu, vous devez donner quelques indications au marché, comme cela a été fait, à mon avis, assez bien pour cette rencontre du Conseil des gouverneurs. Vous devez donner des indications à relativement court terme, de manière à ce que le marché ne soit pas trop surpris. On a compris, merci beaucoup. Entretien donc avec Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Interview retrouvée donc en replay tout à l'heure sur Boursorama et sur YouTube. Merci à vous. Merci beaucoup.